C'est peut-être entre les deux guerres que s'est écrite une des pages les plus noires de notre siècle. Après la boucherie de 14-18 et son absurdité, des hommes, profitant de l'inquiétude née de la révolution bolchevique, recourent à des régimes d'autorité pour installer un nouvel ordre politique et social. La dictature. Le phénomène prend naissance et se développe dans deux pays différents, l'Italie et l'Allemagne. Mussolini puis Hitler, flattant les pulsions les plus basses de leurs compatriotes, manipulant les masses, prêchant la violence, utilisant la loi du plus fort au détriment des droits de l'homme, prennent le pouvoir en rêvant de conquérir le monde. Les erreurs, les divisions, la faiblesse des démocraties occidentales, puis leur lâcheté, font que lorsqu'elles prendront enfin conscience du danger qui s'étend sur l'Europe, il sera trop tard pour éviter l'embrasement. Il s'en faudra alors de peu que notre civilisation ne disparaisse. En 1919, l'Europe, qui a perdu dans la guerre 8,5 millions d'hommes, est en ruine. À Versailles, le règlement de la paix compromet gravement l'avenir du monde par un traité qui ne résout rien et ne fait que creuser le fossé entre les vainqueurs et les vaincus. Les nationalismes sont exacerbés. En Allemagne, on parle de coups de poignard dans le dos. En Italie, de victoires mutilées. Et c'est précisément là que les armes vont parler à nouveau. Sous la direction de Gabriele D'Annunzio, les combats reprennent dès septembre. Le poète nationaliste italien fait exploser la colère des anciens combattants. À la tête de ces troupes de choc, les Arditi, il s'empare de la ville de Fiume que les Alliés avaient placée sous autorité internationale. Il y établit un État autoritaire et corporatif que l'on retrouvera dans le fascisme. Le futur chef du mouvement, le voici, Benito Mussolini, ancien militant socialiste. Il crée dès 1919 les Fasci, faisceaux italiens de combat, dont le programme réunit au début les deux grands thèmes du nationalisme et du socialisme. Mais en réalité, le fascisme est moins une doctrine qu'une action violente. Or, le pouvoir est à prendre, car l'Italie, submergée par des vagues successives de grève, traverse une crise générale. L'instauration du communisme est attendue ou redoutée par la population. L'agitation s'installe dans la rue. À Milan, à Turin, dans les usines Fiat,
Les fascistes se font briseurs de grève, soutenus par les industriels et les grands propriétaires. Ni l'armée, ni le pouvoir ne bougent. Mussolini profite habilement des circonstances. Il retire la partie révolutionnaire de son programme et lance ses chemises noires à l'assaut de tout ce qui ressemble à la gauche. Les anciens combattants, les chômeurs, les étudiants écœurés par la faiblesse des parlementaires le rejoignent. Aux élections de 1921, les fascistes obtiennent 35 députés alors que les socialistes qui viennent de rompre avec les communistes perdent des sièges. La même année, Mussolini transforme les faisceaux en un parti national fasciste qui compte dès 1922 plus de 700 000 membres. En octobre, convaincu par Balbo, il décide de lancer ses chemises noires à la conquête de la capitale. C'est la marche sur Rome qui ressemble plus à une parade qu'à un assaut. La marche sur Rome entre dans la mythologie fasciste et le roi convoque Mussolini le 30 octobre pour le charger de former le gouvernement. Mussolini, nouveau président du Conseil, respecte d'abord les formes parlementaires, tout en créant en 1923 la milice fasciste et le Grand Conseil fasciste, organe suprême de l'État. Mais surtout, il fait promulguer une loi électorale qui lui assure automatiquement une large majorité à la Chambre et au Sénat, plus de 65% des voix. Mais en 1924, un député socialiste, Matteotti, qui avait dénoncé dans un discours retentissant les trucages et les illégalités fascistes, est assassiné. Le scandale est immense et manque de peu de faire renverser Mussolini, qui est sauvé une nouvelle fois par le roi et qui va en profiter pour renforcer son pouvoir. Dès la fin de 1925, le président du Conseil devient le Duce. Il peut légiférer par décret-loi sans même consulter ses ministres. Les partis sont supprimés. Une police secrète est créée. La violence est systématisée, la liberté de la presse est supprimée. La dictature se met en place. En Allemagne, le nazisme naît lui aussi immédiatement après la guerre et d'abord de l'humiliation de la défaite. L'idée se répand immédiatement que l'Allemagne n'a pu être vaincue que parce qu'elle est secouée à l'intérieur par une révolution. À l'abdication de Guillaume II a succédé la proclamation d'une république socialiste. Mais les deux leaders spartakistes, Karl Liebknecht qui voulait importer en Allemagne le marxisme et Rosa Luxembourg qui milite également pour la révolution, sont assassinés au cours d'une semaine sanglante. La République de Weimar n'est sauvée que par une alliance avec les militaires. Dès le départ, le régime se condamne lui-même en acceptant les clauses du traité de Versailles, considérées comme un diktat par l'opinion publique allemande. L'Allemagne est au bord de l'abîme. C'est alors qu'un homme sorti de l'inconnu va entrer en scène. Il s'appelle Adolf Hitler et sa vie trouble ressemble étrangement à son époque. Né en Autriche, près de la frontière allemande, il a échoué dans ses études artistiques à Vienne. Il se met alors à haïr les juifs qui y vivent nombreux. Vagabond, inadapté à une vie normale, il découvre avec fascination en 1914 la guerre, c'est-à-dire la violence. Ils ne se quitteront plus pendant 30 ans. En 1919, indigné par la défaite allemande, il adhère à un groupuscule qu'il rebaptise Parti ouvrier national socialiste allemand. Il y fait adopter la croix gammée et le salut Heil, puis confie à un de ses premiers fidèles, Röhm, l'organisation d'une milice, la SA. Pendant ce temps, à l'est du Rhin, dans la Ruhr démilitarisée, la situation est explosive. Des troubles ont eu lieu. Les Français, pour rétablir le calme et répondre au non-paiement des réparations prévues dans le traité de Versailles, occupent la région et répliquent aux attentats ou à la résistance passive par plus de 150 000 expulsions qui feront déborder l'exaspération dans tout le pays.
L'année 1923 est dramatique pour l'Allemagne en crise. La misère est générale, principalement pour les ouvriers. Les rentiers et les retraités sont ruinés. L'inflation permet aux industriels de se concentrer et de bâtir de nouveaux empires. Le mark est en folie. Au début de l'année, le dollar vaut 18 000 marks. Au 1er novembre, il vaudra 8 millions de marks. L'agitation augmente encore. Les manifestations contre la faim et les troubles dus au chômage se multiplient. D'autant que les communistes exploitent la situation et font dégénérer les manifestations en émeutes pour tenter d'établir une république ouvrière. L'extrême droite aussi utilise la situation. À Munich, en novembre 1923, Hitler tente un coup de force dans une brasserie, mais c'est un échec. Il est arrêté et condamné à 5 ans de forteresse. C'est là qu'il écrit Mein Kampf, qui repose sur une seule idée, tragiquement simple. Le monde est une jungle où les plus forts l'emportent. La race blanche, principalement la race aryenne, est supérieure à toutes les autres, particulièrement à la race juive qui corrompt l'humanité et qui doit être éliminée. C'est l'Allemand qui doit devenir le maître de la terre par un seul moyen, la guerre, et d'abord contre la France, responsable de la défaite. Toute la pensée d'Hitler est résumée dans Mein Kampf, et lorsque le livre paraîtra en 1925, personne, ni en Allemagne, ni hors d'Allemagne, ne le prendra au sérieux. Personne. En Italie, Mussolini met en place les institutions fascistes. L'idée est simple, encadrer la population pour lui inculquer pendant toute sa vie les bons principes. Le jeune Italien est saisi dès le berceau par une œuvre. À partir de 4 ans, il est intégré dans des organisations. D'abord fils de la Louve, en souvenir de l'histoire romaine. L'enfant est enrégimenté ensuite dans les Balilas, où il reçoit une formation préliminaire, résumée dans la devise « Croire, obéir, combattre ». L'uniforme fasciste est obligatoire. Puis l'adolescent passe dans les avant-gardistes pour entrer ensuite dans le parti. « Je prends l'homme au berceau, dit le Duce, et je ne l'abandonne qu'au moment de sa mort, où je le rends au pape. » Pour remplacer la lutte des classes, une nouvelle organisation sociale se met en place avec le système corporatif, mélange de syndicalisme et de totalitarisme qui réunit tout à la fois les ouvriers, les patrons, les représentants de l'État et du parti fasciste. Sur le plan économique, on lance d'énormes travaux qui résorbent le chômage. Una delle più grandi opere del primo decennio del regime fascista.